Cette courte fiction d'inspiration historique, La baie de Matavai, est le récit de la rencontre en mars 1797 de deux Tahitiens, habitants de la baie, qui dialoguent. Le vieil homme instruit le jeune adolescent en lui racontant les événements incroyables qui se sont produits depuis l'arrivée de Wallis jusqu'à cette date de mars 1797. Puis le récit reprend, entrecoupé de dialogues entre les deux personnages et nous raconte la suite. Tout cela nous informe sur les différents découvreurs, sur ce qui a suivi, mais aussi sur la culture des Tahitiens de cette époque. Deux hommes marchent calmement le long de la plage. L'un est grand et voûté, fatigué sans doute par une vie de labeur, l'autre, svelte et souple, à peine sorti de l'enfance. Ce sable noir que leurs pieds déplacent à chaque pas, ils le connaissent bien. Il s'étale de la colline du Tara à l'extrémité de la pointe de Te Whauroa. Leur faré se trouve là, derrière les arbres à pin et les cocotiers. Une rivière leur fournit l'eau vive qui descend de la montagne. Depuis toujours, ils y boivent, ils s'y baignent, depuis toujours. Mais des événements incroyables se sont succédés ici, depuis tant de lunes. Est-ce parce que la baie offre une large ouverture sur l'océan et qu'en ce lieu précis, il n'y a pas de récif? Sans doute. Mais quelle pirogue redoutable! Le vieil homme se souvient de tout. Il avait l'âge de son jeune compagnon quand ils sont arrivés. Des hommes si pâles, si sales, sur une immense pirogue sans balancier. Leur chef avait le corps couvert d'étranges vêtements ajustés. Sur leur tête, de fascinants cheveux clairs qu'ils ôtaient quand ils avaient trop chaud. Certaines parties de ces vêtements brillaient encore plus au soleil que les plus belles nacres. Ces hommes voulaient de l'eau, ils voulaient des fruits. Nos chefs leur ont offert nos femmes pour les honorer en guise d'accueil. Et puis, sur ces étranges pirogues, il y a tellement d'objets extraordinaires qu'on ne connaît pas ici. Un don, un contre-don, c'est ainsi que vit notre clan. Nous étions de fiers guerriers. Et pourtant, la première fois, j'ai eu peur. C'était Wariti, Samuel Wallis, qui commandait le bateau. Ce Peretane, Wallis, avait des canons à bord. Et pour montrer sa puissance, il a demandé à ses hommes de faire feu sur les petites embarcations qui venaient vers lui. Un seul homme est mort, mon père. D'autres furent blessés. Les jours qui ont suivi furent plus calmes. Mais ces étrangers sont restés ici, à peine plus d'une lune. Puis nous avons échangé nos coqs, nos cochons et nos fruits contre des clous, des vêtements, des outils, des miroirs. L'adolescent se tourne vers lui. Cela, je le vois ici depuis ma naissance. Mon père et ma mère m'ont parlé de Touté, James Cook. Il est arrivé 2 saisons d'abondance après Wallis. Cook, ce Prétané, était un grand chef. Il était leur ami, leur taillot. Touté était l'ami de tout le monde. Choisis parmi ces réponses celles qui te paraissent justes. Le nom que donnaient les Tahitiens à Wallis était Touté. Wallis a fait tirer au canon sur les embarcations de Tahitiens qui venaient l'accueillir. Cook était l'ami de tous. Wallis était le taillot des Tahitiens. Le nom de Wallis n'était pas Touté, mais Wariti. C'est Cook qu'on appelait Touté. Wallis a fait tirer au canon pour montrer sa puissance. Cook était l'ami de tous. Taillot signifie ami en tahitien. C'est Cook qui était le taillot des Tahitiens, pas Wallis. Combien de temps Wallis et ses hommes sont-ils restés à Tahiti? Wallis et ses hommes sont restés à Tahiti à peine plus d'une lune, donc un peu plus de 28 jours. Wallis et Cook étaient tous deux des Peretane, c'est-à-dire des Britanniques, des Anglais. Peretane est la transcription du mot anglais Britain ou British, qui désigne en anglais les Britanniques. Le vieil homme poursuit en silence sa réflexion. Il n'y a plus de cannibalisme à Tahiti depuis un temps fort lointain. Mais les Peretane confondent avec les sacrifices humains. Cela les terrifie.
C'est vrai que notre grand dieu Oro exige exceptionnellement l'offrande d'un homme. On offre des fruits, on sacrifie des cochons, un homme parfois, mais il est tué auparavant, assommé par l'arrière et par surprise. Jamais un homme jeune et vigoureux. Ensuite seulement, il est offert sur le grand marais de Oro par le grand prêtre. C'est un rituel. Nous voulons seulement honorer notre Dieu pour qu'il nous donne des récoltes abondantes, paix et prospérité. Les étrangers à la peau blême ne l'ont jamais compris. Choisis parmi ces réponses celles qui te paraissent justes. Les Tahitiens de 1797 étaient cannibales et mangeaient des hommes sacrifiés sur les marais. Les Tahitiens de 1797 n'étaient plus cannibales depuis longtemps. Le dieu Oro exigeait de nombreux sacrifices d'hommes et de femmes. La plupart du temps, on sacrifiait des cochons sur le marais et on offrait des fruits. Les sacrifices humains étaient exceptionnels. Les Tahitiens de 1797 n'étaient pas cannibales et ne mangeaient pas les victimes de sacrifices humains. Les Tahitiens de 1797 n'étaient plus cannibales depuis longtemps. Non, le dieu Oro n'exigeait pas de sacrifices humains. C'était exceptionnel et la personne sacrifiée était un homme, mais jamais un homme jeune et vigoureux. On sacrifiait la plupart du temps des cochons et on offrait des fruits sur le marais. Les sacrifices humains étaient très rares. Une partie du titre du livre n'a pas été commentée. Mars 1797. Mais qui donc est arrivé en baie de Matavai en mars 1797 ? Tu le sauras en continuant cette lecture.